Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Savoir Université de Laurentienne à votre portée. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Edra Fackner et je suis agent de liaison à l'Université de Laurentienne ici à Sudbury, en Ontario. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour la prochaine heure. Et de 3 à 4 fois par semaine, jusqu'à la fin du mois de juin, nos professeurs vous proposent un thème qu'ils et elles discuteront avec vous. Nous avons quelque chose vraiment pour tous les goûts, que ce soit les virus, les inondations, le Super Bowl ou bien d'autres encore. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous mentionner rapidement quelques petites choses. Donc, la période de questions, la grande période de questions va se dérouler vraiment vers 12h40, donc après la présentation. Donc, mais envoyez-nous vos questions pendant la présentation. S'il y a un éclaircissement à l'intérieur que vous ne comprenez pas lorsque M. Béliveau présente, on va la soulever immédiatement. Donc, vous avez l'option converser ou chat au bas de votre écran comme fonction. Vous pouvez ouvrir cela, nous envoyer les questions à fur et à mesure et on va les répondre soit pendant la présentation ou on va attendre à la fin. Nous aimerions reconnaître également le traité Robinson-Huron de 1850. L'Université de Laurentienne se trouve sur les terres traditionnelles des Premières Nations Atikomiksing Anishinaabeg et que la ville du Grand Sudbury comprend également celle de la Première Nation de Wahnapitee. Donc, écrivez-nous dans les commentaires dans quelle ville et en quelle année vous êtes. Et pour ceux et celles qui se sentent à l'aise, n'hésitez pas à allumer votre caméra. J'aimerais noter que le webinaire est enregistré. Donc, aujourd'hui, j'ai le grand honneur de vous présenter le professeur Joël Béliveau. Monsieur Béliveau est professeur agrégé au département d'histoire de l'Université de Laurentienne. Il s'intéresse à l'histoire culturelle et politique de l'Acadie, du Québec et de l'Ontario français. Donc, sans plus tarder, je vous passe la parole. Bonjour, merci Edrea. J'aimerais remercier les affaires francophones de l'Université Laurentienne pour me donner cette occasion de parler à des jeunes du secondaire. J'ai pensé à vous autres beaucoup dernièrement, pas spécifiquement, mais de manière générale comme groupe. Je sais que c'est pas facile d'être élève au temps du coronavirus. Puis si ces présentations-là peuvent donner un petit peu de variété dans vos semaines, ben, tant mieux, tant mieux. Ça fait là, je vais partager mon écran. Comme Edrea disait tantôt, si vous avez des questions, posez-les. Si c'est une question vraiment comme de contexte, là, que vous ne comprenez pas quelque chose que je viens juste de dire, Edrea va me la poser tout de suite. Et si c'est une question plus générale, on va attendre, elle va me les poser à la fin. Mais aussitôt qu'elles vous viennent, écrivez, ça me fera plaisir de les répondre. Alors, je vais partager mon écran de mon diaporama PowerPoint, puis on va être parti. Alors, il y en a peut-être d'entre vous qui disent, oh, wow, wow, c'est pas ça, c'est pas, est-ce que tout va bien avec l'écran, Edrea? Oui. Ça veut dire qu'une partie de mon PowerPoint est cachée. Oui, juste un petit peu à la fin, mais c'est pas trop. C'est pas très grave. D'accord. Alors, il y a peut-être certains d'entre vous qui se disent, ah, c'est pas le titre auquel je me suis inscrit, c'est parce que j'ai changé le titre il y a 2 jours un tout petit peu. J'ai essayé de le rendre un petit peu plus large pour vous faire comprendre l'intérêt du sujet. Nouveau titre, l'Amérique du Nord britannique à l'ère des révolutions, 1776 à 1848, ou quelques considérations sur la Révolution canadienne qui ne fut pas. Donc, certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà posé la question, tu sais, pourquoi il n'y a pas eu de révolution canadienne? Pourquoi il n'y a pas eu de guerre d'indépendance canadienne? Il y a eu une guerre d'indépendance aux États-Unis. Certains d'entre vous savez peut-être qu'il y a eu des guerres d'indépendance partout en Amérique latine, qui ont tous pris leur indépendance vis-à-vis l'Espagne ou le Portugal ou l'Angleterre en s'affirmant. Alors qu'au Canada, ben, rien de tel. Puis des fois, on se dit, ben, le Canada est comme une sorte de drôle d'exception, une drôle de bibite bizarre, qui a passé au travers de ces temps-là, puis qui a comme rien senti, qui a rien vu passer. On est une population vraiment calme, qu'on peut se dire. Tu sais. Puis, donc, le but de la présentation, c'est de vous montrer que ce moment tumultueux-là, de la fin du 18e siècle, début du 19e siècle, donc les années 1700-1800, où des nations apparaissent partout dans le monde, ben, elle a quand même été vécue de manière assez intense au Canada aussi. Puis, il y a eu quand même quelque chose qui ressemble à une sorte de guerre d'indépendance, on verra tantôt. Pour ceux qui ont connu le premier titre, je fais allusion aux rébellions des patriotes de 1837 et 1838. Et puis, donc on va voir que ça n'a pas été si tranquille que ça au Canada. Ce qui m'apporte peut-être à un autre point de mon introduction,
je remarque beaucoup quand les élèves arrivent à l'université, en première année à l'université en histoire, souvent ils vont nous dire, moi ce qui m'intéresse c'est l'histoire mondiale, hein, donc l'Europe, les États-Unis ou autre chose. L'histoire canadienne, c'est OK, mais je trouve ça moins intéressant parce qu'ils ont été gavés dans leur cours d'histoire à l'école, puis ils en ont eu assez. Mais souvent rendus en troisième année, à force de voir l'histoire canadienne autrement, ils se disent, ah OK, ouais, c'est pas déconnecté. C'est pas déconnecté de l'histoire du monde. Toutes les évolutions que le monde a connues ailleurs, que ce soit le droit des femmes ou le droit des ouvriers, ou le droit, le mouvement gay, ou que ce soit l'invention de la démocratie, mais ça a eu besoin d'avoir lieu au Canada aussi. Donc, cette histoire-là, pour moi, elle est aussi fascinante. Alors voilà, donc, introduction, petite scène de la bataille de Saint-Eustache, une des batailles des rébellions des patriotes de 1837. On va revenir à ce sujet-là. Mais vous voyez quand même que ça a bougé. Pour l'instant, juste noter, ça a quand même bougé au Canada. Hein, c'est pas tranquille. On voit des paysans qui sont en train de tirer sur une armée britannique, la plus grande armée du monde à ce moment-là. Donc, le Canada n'a pas été complètement insensible à cette idée-là de gagner la démocratie ou de gagner l'indépendance. Donc, les questions que j'ai pour vous en introduction, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de révolution canadienne ou de guerre d'indépendance canadienne? Est-ce qu'il y a eu des tentatives? Là, avec le diapo qu'on vient juste de voir, vous avez déjà une petite idée. Puis, qu'est-ce que ça signifie quant au rapport du Canada avec les grands mouvements d'idées de notre temps? Hein? Est-ce que le Canada est une pépite bizarre qui a comme pas vécu ça de manière très vivante? Ou est-ce que le Canada a pleinement fait partie de l'évolution du monde à ce moment-là? L'invention de la démocratie, l'arrivée des nationalismes, l'affirmation d'une souveraineté nationale ou d'une indépendance nationale. Donc ça, c'est juste un peu pour vous donner un peu l'idée des sujets qu'on va voir. Donc d'abord, qu'est-ce que la démocratie? Si j'étais dans une salle de classe, je vous demanderais tout de suite de donner votre définition de la démocratie. Si vous voulez, vous risquez en tapant, on peut le faire, mais je ne voudrais pas passer trop de temps, hein, mais en des termes très, très simples, la démocratie, c'est une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Donc, ou bien une démocratie, c'est un État qui est gouverné de cette manière-là. En gros, ça veut dire que la souveraineté, en gros, ça veut dire l'indépendance. L'indépendance du pays, elle appartient à qui? Au peuple, à la population au complet. Puis ça, c'est un contraste avec autrefois, donc avant les révolutions de cette période-là, où la souveraineté appartenait au roi ou à la reine. Puis on disait que la souveraineté était de droit divin. Donc, le Dieu voulait que Charles X soit roi de la France, par exemple. L'idée que la souveraineté ne reposait pas chez le roi ou le monarque, mais plutôt dans la population, les dates charnières de ça, où ça devient une réalité, ce sont les révolutions françaises et américaines. Des événements très forts, et c'est pour ça que souvent les étudiants ils disent, moi, c'est ce que je veux apprendre, c'est ça. L'histoire de France, des États-Unis, etc. Donc, démocratie. Maintenant, qu'est-ce qu'une nation? Une nation, bon, c'est un terme qu'on utilise à peu près à tous les jours, mais on va s'entendre que d'abord, c'est un groupe humain assez vaste qui se caractérise par une conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. Donc, une nation, c'est comme une sorte de groupe culturel, okay? À ne pas confondre avec l'État. L'État, c'est le gouvernement et tout l'appareil, le gouvernement, le territoire, tout l'appareil. La nation, c'est la population de cet État-là, ou n'importe quelle population qui se dit, nous, on est différents. Nous, on a un destin historique, unique, partagé, qui n'est pas pareil comme celui des autres peuples. Ça peut être la nation canadienne, ou ça peut être la nation canadienne-française, ou acadienne. Je suis originaire du Nouveau-Brunswick, en passant. Donc voilà, ça c'est une nation. Et puis, autre élément de définition qu'il faut retenir pour la nation, c'est que c'est quelque chose de récent. Les nations, telles qu'on le sent et qu'on le comprend aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Oui, la France comme pays ou l'Angleterre comme pays existe depuis très longtemps, mais le nationalisme, cette idée-là qu'on est tous Canadiens ou Américains, même si on ne se connaît pas, que toi, moi puis toi, on est du même groupe, là, même si on ne s'est jamais rencontrés,
même si toi, tu vis en Californie, puis moi, je vis à New York, ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est un mode de cohésion sociale propre aux sociétés de masse, des sociétés avec des trains, avec des journaux, avec une presse nationale, etc., etc. Donc, ça n'a pas toujours été le cas, ça n'a pas toujours été possible. Alors, on ne va pas passer trop de temps ici parce que je ne veux pas vous garder trop longtemps, mais je vous fais juste remarquer que dans le passé, par exemple, dans la Grèce antique, on était citoyen d'une cité, hein, d'une ville puis d'un petit territoire autour. On parlait de cité-État. Un peu plus tard, pendant l'Empire romain, la souveraineté, elle était dans l'Empire, un empire qui était immense. Puis à l'intérieur de cet empire-là, ben, tu avais les pharisiens, tu avais les Juifs, tu avais les Grecs, tu avais les Gaulois, etc., etc. Donc, ça ne correspondait pas au groupe identitaire. Au Moyen Âge, ben, la société est extrêmement stratifiée, à la fois géographiquement, aussi au niveau des classes sociales. Aucune manière qu'un aristocrate de l'Anjou, ici, pouvait se sentir partie de la même nation qu'un paysan du Velay, par exemple, là-bas dans le sud, même s'ils étaient tous sous le roi de France. Un peu plus tard, dans les années 1600, les États vont commencer à se développer, les rois vont commencer à mieux contrôler leur territoire, mais malgré tout, cette société-là était beaucoup trop divisée de l'intérieur, de toutes sortes de manières, pour que les gens se sentent comme si ça c'était vraiment important. Ton identité principale, c'était pas que tu étais un sujet du roi de France, c'était plutôt que tu étais un bourgeois de la ville de La Rochelle ou tu étais un aristocrate de telle autre région, etc. Ce qui nous apporte finalement à notre période. Hein. Donc, j'essaie d'insérer l'histoire canadienne dans un cadre plus large. Si ça va trop vite, levez la main, faites un signe à Andrea, puis on peut revenir sur des parties. Donc, le monde moderne, le monde contemporain, hein, souvent les historiens ont dit que l'histoire contemporaine, elle commence avec à peu près ce moment-là, la Révolution américaine et la Révolution française. Ce sont les événements qui créent la période contemporaine. C'est là où on se dit qu'il y a la charnière entre l'ancien temps, l'ancien régime, puis le monde dans lequel on vit encore, même si les choses ont bien changé depuis 1789. Puis une chose intéressante à noter, c'est que cette période-là est caractérisée par deux choses. D'abord, l'invention de la démocratie moderne, même si ça va prendre très longtemps, l'invention de l'idée de la démocratie, puis les premières tentatives de la mettre en place. Puis deuxièmement, l'arrivée de ce qu'on a appelé l'ère des nationalités. Donc, démocratie puis nation, c'est un peu une paire. Hein? La démocratie a besoin d'un cadre, d'un milieu. Tu ne peux pas faire de la démocratie dans un vide. Par exemple, tu peux peut-être faire une démocratie facilement dans une classe au secondaire, mais ce serait plus difficile d'installer une démocratie, je ne sais pas moi, entre toutes les écoles de l'Ontario. Je donne des exemples comme ça. En gros, ça te prend un milieu où les gens se reconnaissent comme faisant partie du même groupe. Donc, très rapidement, le terrain se prépare dans les années 1700, le siècle des Lumières, où les philosophes comme Jean-Jacques Rousseau puis Voltaire vont commencer à dire « Ah ouais, tu sais, est-ce que ça a vraiment besoin d'être Dieu qui est la source de l'autorité politique? Hein? Est-ce que la souveraineté, donc l'indépendance du pays, pourrait être basée sur la volonté populaire, la volonté du peuple, plutôt que sur comme l'autorité naturelle et la hiérarchie naturelle du roi? » Et donc, ça se prépare, ces idées-là. Et puis, finalement, à la fin du siècle, ça va faire irruption dans la réalité. Pour la première fois, il y a des pays qui commencent cette expérience-là d'essayer de se gouverner sans roi. La Révolution française commence en 1789. Au début, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent, mais ils savent qu'ils veulent que le peuple participe aux décisions. Et finalement, 3 ans plus tard, ils vont finalement couper la tête du roi et de la reine, comme vous le savez, pauvre Marie-Antoinette. Mais le mot clé, c'est liberté. Donc, ici, on voit la figure de Marianne, qui représente la liberté, qui guide le peuple vers l'autogestion ou la gouvernance. La liberté, c'est aussi le mot d'ordre de la Révolution américaine. C'est partout. Encore aujourd'hui, les Américains parlent beaucoup de liberty, liberty. Je préfère rester libre plutôt que de mourir à genoux. Dans cette idée-là, tout à coup, il faut remplacer tous les symboles monarchiques du roi et de la reine par d'autres symboles.
Puis, bon, la devise de la République française dès ce moment-là, c'est liberté, égalité, fraternité. Hein? En gros, liberté, ça veut dire démocratie. Égalité, ça veut dire tout le monde a les mêmes droits. Fraternité, ça veut dire, en gros, on appartient tous à la nation. Encore, très rapidement, juste pour vous permettre de faire des liens puis de mettre tout ça ensemble un peu, ce qui va arriver en Europe par la suite, ben, c'est une espèce de un gros chiard. Hein. Tout à coup, tu as un pays qui se dit démocratique, la France, tous les autres pays qui sont encore des monarchies, ça va créer des guerres. Finalement, Napoléon, il représente quoi dans le fond, Napoléon? C'est le défenseur des idéaux de la démocratie ou de la République française qui va tenter de les exporter un peu partout en Europe, qui va conquérir la plupart de l'Europe et commencer à disséminer ces idées-là. C'est pour ça qu'il ne s'est pas nommé roi, mais plutôt empereur, parce que c'était l'empereur de la République. Hein, il voulait apporter la liberté. En tout cas, c'est ça qui était le discours, c'est ce qu'on disait, apporter la liberté à tous les peuples d'Europe, qui eux aussi pourront faire la même chose, se débarrasser de leur roi. Ces idées-là, elles sont, des fois bien reçues, d'autres fois moins bien reçues. Napoléon, on l'aime puis on l'aime pas. Mais toujours est-il que cette idée-là de liberté, elle va faire son chemin un peu partout. Hein, puis une date importante, c'est 1848, où on parle du printemps des peuples, où il y a des révolutions qui émergent partout, hein, dans la future Italie, en Hongrie, en Pologne, en Allemagne, un peu partout. Tout le monde imite la Révolution française de 1789. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que pour la dernière fois, les Français se débarrassent d'un roi. Donc, on voit que cette idée-là de démocratie d'une part, puis d'affirmation nationale, ça va ensemble. Il faut d'abord se dire une nation, puis ensuite se dire, OK, on se gouverne ensemble, démocratiquement comme nation. Ces idées-là, les idées, ça voyage. Hein? Les idées, c'est puissant, les idées. On dit parfois que les idées, c'est ça qui change le monde. Ben, effectivement, pendant ce siècle de nationalité-là aussi, toute l'Amérique va suivre les États-Unis puis leur guerre d'indépendance, en commençant par les esclaves d'Haïti, imaginez-vous, en 1804, puis dans les années 1820, pratiquement toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud vont faire leur indépendance. Toute l'Amérique, dites-vous? Pas tout à fait toute l'Amérique, hein, parce que le Canada, on se dit, le pauvre Canada, lui, n'a pas fait sa guerre d'indépendance. Le Canada, lui, est resté sagement dans l'Empire britannique. Pourquoi? C'est ça qu'on examine aujourd'hui. Ce qui nous apporte à notre propos principal, finalement, après ce grand tableau-là, l'ère des nationalités au Canada. Est-ce que tout est resté si calme que ça au Canada? Est-ce qu'on est resté complètement insensible à l'appel de la démocratie ou de la liberté nationale? La réponse est comme oui. Hein? On va voir que ces forces-là ont quand même travaillé au Canada, que la démocratie a dû être inventée, que l'idée d'indépendance a été très présente. Simplement, on faisait partie de l'empire le plus puissant du monde. Et puis, il y a d'autres facteurs atténuants qu'on va voir tout de suite. Donc, d'abord, encore une fois, rapidement, on fait un retour en arrière. La Nouvelle-France, est-ce que c'est une démocratie? Est-ce que c'est une nation? Non, bien sûr que non. C'était une pure colonie, une colonie qui était dirigée par un gouverneur qui prenait ses ordres du roi. C'était très hiérarchique, du haut vers le bas. Assez simple. Les structures gouvernementales, ni démocratiques, ni représentatives. Il n'y a même aucune sorte d'assemblée. Hein. Il n'y a pas de députés des différentes régions, même consultatives, rien du tout. Le gouverneur qui administre la colonie, avec une petite cour. Hein, on parle de la clique du château. Hein, vous avez sûrement déjà vu dans les films historiques la cour du roi, hein, où les gens viennent puis hang out dans l'antichambre du roi en espérant avoir une petite audience. Là. Ben, la même chose se passait à Québec. Hein. C'était parce que la seule manière d'influencer les choses, c'était au travers du gouverneur ou à la limite de l'évêque. Donc, c'est une société clairement d'ancien régime. C'est donc pré-contemporaine, pré-démocratique. Et en plus, on était une colonie. Là, l'Amérique du Nord britannique. Ici, on a une belle toile qui dépeint la suite de la bataille des plaines d'Abraham, quand Québec tombe. On peut se dire, est-ce que c'est les Britanniques qui ont emporté la démocratie? Pas tout de suite, en tout cas. Hein. En gros, 1763, la France est complètement évincée de l'Amérique du Nord.
tout à coup, les Britanniques restent pratiquement seuls avec l'Espagne à contrôler le territoire. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce nouveau territoire-là, la nouvelle province of Québec, qui viennent juste de gagner? Ben, ils vont faire toutes sortes de choses, on ne va pas rentrer trop là-dedans, mais à noter, absence de démocratie encore. C'est une colonie après tout. Qui est-ce qu'ils pensent qu'ils sont pour faire des demandes ou même donner leur opinion? Donc, comme la Nouvelle-France, c'est géré directement le roi, les ordres vont au gouverneur, qui a son petit conseil, sa petite clique, puis il n'y a pas de chambre d'assemblée. 1774, il y a quelque chose qui change. Quelque chose qui change. Ce qui va arriver, est-ce que vous voyez mon curseur quand je le bouge comme ça? Oui? OK. Les colonies, les anciennes colonies, une fois que la Nouvelle-France a tombé, eux commencent à se dire, ah, on n'a plus besoin de la protection de la Grande-Bretagne. Avant, on aimait bien ça que l'armée britannique soit là. Mais maintenant, les Français ne sont plus là. On n'a plus besoin d'eux. Et en plus, la Grande-Bretagne, elle, de l'autre côté de l'océan, commençait à dire, hey, cette guerre-là, ça coûtait cher. On va lever les taxes dans les 13 colonies pour aider à payer cette guerre-là. Et donc là, il y a cette histoire de révolution américaine que vous connaissez peut-être un peu. Dans les années 1670, on commence à gronder un peu. Hein, le mot d'ordre, c'est « no taxation without representation hein. ». Vous n'allez pas prendre plus de taxes sans qu'on soit représenté au Parlement à Londres. Donc au début, c'est simplement ça. Les Américains veulent faire partie de la démocratie britannique. Ils veulent un siège au Parlement ou des sièges au Parlement britannique. C'est pas flou, c'est pas sûr qu'ils voulaient l'indépendance encore. Mais une chose est certaine, dans les années 1770, ça devient de plus en plus, ça devient un débat de plus en plus vif. Il commence à y avoir des milices qui s'organisent. On commence à parler tranquillement de l'indépendance. Puis, la Grande-Bretagne dit, oh, OK, il va falloir calmer ces colonies-là, donc les 13 colonies ici, là, les 13 premiers États américains. Mais on veut éviter hein, que la province de Québec ou la province of Québec se joigne aux rebelles. Donc, on va faire des concessions. On va essayer de les satisfaire. C'est là qu'on va commencer à avoir une première reconnaissance d'une sorte de fait national, d'un fait culturel. Les Canadiens français ne sont pas comme les autres. Et donc, on va créer des institutions qui sont différentes de celles des autres colonies britanniques. On va réinstaurer le droit civil. On va dire que les catholiques peuvent exercer des postes importants dans la fonction publique. Etc., etc. Et on va donner un très gros territoire à la province du Québec aussi, ce que les 13 colonies n'aiment pas. Donc, on peut carrément dire que l'acte de Québec a joué un rôle dans la Révolution américaine. Ça, c'est une des choses qui a fâché les 13 colonies. Donc, déjà, on voit qu'on fait partie de la dynamique de ce siècle-là, de l'ère des nationalités puis de l'invention de la démocratie, ne serait-ce qu'en agaçant les Américains qui vont demander de plus en plus d'indépendance. Mais bien sûr, quand même, pas d'assemblée élue dans la nouvelle province du Québec. Pourquoi les concessions? Pourquoi est-ce qu'on fait des faveurs aux Canadiens français? D'une part, il y a une dose de réalisme. Hein? Il y a encore 80 000 Canadiens français au Québec à ce moment-là, versus juste 3 000 Britanniques, quelques soldats, quelques marchands, that's it, that's all. Puis, comme je viens de le dire, on ne veut pas que les Canadiens se rallient aux révolutionnaires américains. Parce que notre cerveau fonctionne d'une drôle de manière. Hein. Souvent, on va projeter vers l'arrière des réalités. On se dit que c'est naturel que le Canada ne soit pas devenu américain. Ben, il n'y a rien de naturel là-dedans. On était une colonie américaine, on était une colonie britannique comme les autres. La province du Québec, qui englobait l'Ontario actuel, la Nouvelle-Écosse, qui aurait très bien pu se rebeller aussi. Et puis, effectivement, ils vont essayer de convaincre les Canadiens français de se joindre à eux. Ils vont aller à Québec, ils vont aller à Montréal, ils vont leur dire « Joignez-vous à nous, on va avoir l'indépendance, puis là, vous aurez un gouvernement représentatif, vous aurez la démocratie, vous pourrez voter sur les taxes, on va se débarrasser des seigneurs, vous aurez la liberté de presse, de dire ce que vous pensez, etc. etc. » Hein, donc, on essaye d'embarquer les Canadiens français dans la Révolution américaine. Ils vont même prendre Montréal pendant 5 mois et demi. Okay? Montréal est attaqué par les Américains et puis ils vont réussir à l'occuper puis rester sur place pendant l'hiver, 75-76. Ils vont tenter de prendre Québec aussi, toutefois sans succès.
il y aura aussi des batailles en Nouvelle-Écosse, près du fort Cumberland, l'ancien fort Beauséjour. Hein? Donc, ça aurait pu aller dans un sens ou dans l'autre. Pourquoi ils ne se sont pas joints à la Révolution américaine? Ben, d'une part, le clergé s'est dit, le clergé, donc les prêtres, surtout les figures élevées dans l'Église, se sont dit, on va prouver notre loyauté à la Grande-Bretagne, puis ils vont nous récompenser après. Hein? Ils vont nous donner un rôle plus grand dans la gouvernance du Canada français. Puis les Canadiens français, ben, juste 12 ans plus tôt, ils étaient dans une guerre contre les Anglais. Donc, ils ont juste décidé de jouer la carte de neutralité. Peut-être qu'ils se sont dit, mieux le diable qu'on connaît que le diable qu'on ne connaît pas. Ça fait, en gros, ils n'ont pas embarqué. Et les Américains ont dû partir à bredouille, ce qui ne les a pas empêchés de demander, hein, au moment des négociations pour leur indépendance, de demander le Québec. Ils voulaient toute l'Amérique du Nord. Mais ils n'ont pas réussi à négocier ce point-là. Ils ont dû se satisfaire de tout ce qui se trouvait sous les Grands Lacs. Puis là, une frontière qui était négociée ou à négocier à l'est. Alors voilà, le Canada, si on arrêtait l'histoire là, n'a pas fait partie de l'histoire du siècle des nationalités, n'a pas cherché la démocratie, mais l'histoire continue. Puis c'est une histoire paradoxale, parce que c'est vrai que le Canada est une drôle de bébite jusqu'à un certain point. Hein? Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Vous avez déjà entendu parler des loyalistes. Donc ce sont tous les gens, tous les Britanniques du territoire américain qui sont restés loyaux à la couronne pour toutes sortes de raisons différentes. Ils ont des statuts sociaux variés, ils ont des origines ethniques diverses. Il y en a environ 40 000 qui viennent au Canada, plusieurs dans les Maritimes, plusieurs en Ontario, un peu au Québec. Ça inclut des esclaves, ça inclut des Noirs qui ont été libérés, puis ils débarquent. Puis ils ont un héritage paradoxal, parce que c'est vraiment un peu la fondation du Canada anglais. Hein? On a vu, les Canadiens français étaient très majoritaires jusqu'à ce moment-là. Eux, ils arrivent, s'installent surtout où ne sont pas les Canadiens français. Mais il y a un paradoxe. D'une part, le Canada, ce Canada-là, leur Canada, le Canada des loyalistes, c'est le Canada de la contre-révolution. C'est ceux qui n'ont pas voulu embarquer dans la révolution, qui n'ont pas voulu lutter pour ni l'indépendance, ni la démocratie. Ils sont très attachés aux institutions britanniques, c'est pour ça qu'ils sont là. Mais en même temps, ils sont quand même un produit de ces 13 colonies-là. Ils ont vécu là, ils ont assisté au débat, ils ont participé au débat, et puis malgré tout, ils sont très marqués par les idéaux démocratiques de la société américaine. Malgré tout, c'est les plus américains des anglophones au Canada à ce moment-là. Et les quelques Canadiens anglais qui sont là depuis plus longtemps, ils se méfient un peu d'eux. Ils sont comme, ah, c'est vraiment cool, ils ont été loyaux, puis ils sont ici, puis on les accueille. Mais en même temps, faites attention à leurs idées, ils sont peut-être un peu républicains, ceux-là. On n'est pas sûr qu'on peut leur faire confiance. Donc, résultat, puis je ne vais pas trop m'enfarger dans les fleurs du tapis ici ou dans les détails, mais en gros, on les accueille à bras ouverts, on leur fait des concessions, notamment, on va diviser la province du Canada en deux, le Haut-Canada et le Bas-Canada, en se disant, on va laisser les Canadiens se gouverner comme ils veulent dans le Bas-Canada, puis on va donner le Haut-Canada hein, aux anglophones qui pourront avoir le common law britannique, leur tradition, diviser les terres comme ils veulent, etc., etc. Le Nouveau-Brunswick est aussi créé à la même occasion. Puis, justement, en reconnaissance de ce caractère un peu plus démocratique de cette nouvelle population-là, on va finalement donner une assemblée élue. Au suffrage censitaire, ça veut dire qu'il fallait avoir un certain montant d'argent pour pouvoir voter, mais sinon, si tu avais cet argent-là, tu pouvais voter, même si tu étais une femme, imaginez-vous. L'interdiction des femmes, ça va venir plus tard. Alors, une assemblée est créée. Est-ce que c'est la démocratie encore? Plus ou moins. Hein? C'est là qu'on voit, en fait, le génie britannique en partie, c'est de toujours faire juste assez de concessions pour satisfaire les attentes du moment sans aller trop loin. Ça, c'est vraiment une partie de la réponse sur pourquoi il n'y a pas eu de révolution canadienne en bonne et due forme. On donne une chambre d'assemblée, le peuple peut élire des députés, chaque région a un député qui peut faire valoir la voix de la région, la voix du peuple. Par contre, si vous regardez le diagramme qui est ici, si vous regardez les flèches en particulier, vous allez remarquer qu'est-ce qui brille par son absence? Où est-ce qu'il pourrait y avoir une flèche qui n'y en a pas? Hein? C'est ici. Hein?
l'Assemblée est purement consultative. Oui, votez, choisissez qui vous voulez, donnez-nous vos opinions, on est intéressé de les savoir, mais ultimement, hein, c'est le gouverneur et ses deux conseils qui vont faire la décision. Ils n'ont pas de compte à rendre à l'Assemblée. Tout à fait. Là, on retrouve une population canadienne-française au Bas-Canada, des paysans, des habitants, comme on disait, qui vont, par contre, grâce à cette Assemblée-là, faire l'apprentissage de la démocratie puis des débats politiques. Au début, tout le monde est content, puis c'est assez calme. Mais à mesure que les années passent, on commence à dire, hey, il me semble que ça fait plusieurs fois qu'on donne des bonnes suggestions en ce qui concerne l'organisation des écoles ou la milice, et puis que le gouverneur n'écoute pas. On peut juste imaginer comment donner une voix sans donner de pouvoir. Ça marche pour un bout de temps, mais à un moment donné, hein, la frustration monte. Donc, on fait élire des assemblées. Les anglophones sont présents, les francophones sont présents. Les anglophones sont surtout urbains dans les villes, les francophones sont surtout dans les campagnes. Puis, l'Assemblée va finir par se diviser entre deux grands partis. Le Parti canadien, les Canadiens, c'est comme ça qu'on appelait les Canadiens français à l'époque, tout simplement, parce que les autres étaient les Anglais. Et puis le Parti bureaucrate, qui lui était plus proche du gouverneur. C'était un peu les bons amis du gouverneur. Il y avait une exception au pouvoir qui était purement consultatif de l'Assemblée. C'est-à-dire que l'Assemblée avait un pouvoir qui était réel. Il devait approuver les nouvelles mesures financières. Donc, si le gouverneur voulait créer une nouvelle taxe, la Chambre devait dire oui. Voilà. En gros, c'est ça. Puis, l'Assemblée a utilisé ce pouvoir-là à mesure que les années 1820, 1830 progressaient pour frustrer le gouverneur et ses conseils de plus en plus. Parce que, justement, hein, pendant ce temps-là, les Canadiens français, entre autres, mais aussi les petits peuples irlandais, écossais, les ouvriers anglophones, apprennent la démocratie, prennent de plus en plus part au débat. Puis, il y a une petite bourgeoisie qui va naître aussi. Et puis, ils vont se désenchanter. Ici, on voit une belle image peinte beaucoup plus tard de Louis-Joseph Papineau, qui va devenir le chef du Parti canadien, qui, dans les années 1830, hein, pour montrer qu'ils sont fâchés, va se transformer en parti patriote. Petite note sur le parti patriote. Encore une fois, souvent, on regarde le passé au travers de nos lunettes d'aujourd'hui, puis on se dit, les patriotes, c'était les Canadiens français, puis les bureaucrates, c'était les Canadiens anglais. Mais ce n'était pas tout à fait ça, ce n'était pas vraiment ça. La question linguistique ou ethnique va se mélanger à la question de la démocratie. Donc, déjà, notons qu'il y a des francophones qui sont du côté de l'administration coloniale, hein, soit des représentants de l'Église ou des aristocrates, des grands seigneurs, etc. Puis, il y a aussi de nombreux patriotes anglophones. Hein. Ils ont même leurs journaux. Il y a le Vindicator, c'est un journal anglophone patriote hein, qui dit non, l'Assemblée doit avoir plus de pouvoir. On doit avoir la démocratie au Bas-Canada. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Puis c'est ça qui est intéressant comme historien, c'est de voir quelle sorte de langage qu'ils utilisent. Ils font des grandes assemblées telles que celle-ci. Là, on voit encore Papineau qui parle. Puis quand on regarde leur langage, ce qui est frappant, c'est à quel point ça ressemblait au langage de la Révolution américaine. On parle beaucoup de liberté. On parle beaucoup de démocratie. On parle du fait que si la couronne ne va pas nous donner la démocratie, il faudra avoir une république. République, ça veut juste dire un État qui n'est pas gouverné par un roi ou une reine. On parle des deux langues aussi. On ne dit pas c'est juste pour les Canadiens français. Les résolutions qui vont adoptées sont très semblables à celles de la Révolution américaine aussi. On va par exemple faire un boycott des produits anglais. N'achetez pas le thé anglais. N'achetez pas les produits qui viennent d'Angleterre. Même chose que les patriotes américains avant leur révolution. La crise éclate en 1834 et 1836. Les tensions montent. L'Assemblée utilise les quelques pouvoirs qu'ils ont pour bloquer le plus de choses possible. Ils vont envoyer les 92 résolutions qui ont adopté en Grande-Bretagne pour approbation. La réponse sera non, un non complet. Le Parti patriote va gagner tous les sièges de l'Assemblée finalement.
Et en réponse, le gouverneur va comme prendre part, puis va renforcer ses pouvoirs, va se donner le droit de dépenser de l'argent sans l'Assemblée. Et puis, entre-temps, dans la société civile, il y a des milices armées qui vont commencer à s'organiser. Hein? Un peu comme on voit tout de suite aux États-Unis, les manifestants qui arrivent avec leurs fusils, là. Moi, je trouve que ce n'est pas un très bon signe, hein, parce que justement, c'est un contexte comme ça, qui était très polarisé, où les gens étaient pour ou contre, où on ne pouvait plus parler. Ça fait un peu penser à aujourd'hui, je trouve. Donc, ces milices-là vont se créer. Et puis, bien sûr, la bagarre va éclater à Montréal. Et le gouverneur, avec ses nouveaux pouvoirs, va dire « OK, le Parti patriote est illégal. » On donne un prix sur la tête de Papineau et de tous les autres chefs. Donc, qu'est-ce qui va arriver là? Bien, en fait, tous les chefs patriotes, vous pouvez imaginer, se sont sauvés. Ils ont quitté Montréal, ils ont été dans les campagnes, puis ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils se sont barricadés dans les petites villes où leur support était le plus fort, surtout dans la vallée du Richelieu. Et puis, finalement, l'armée est venue après eux, et puis les batailles se sont ensuites. Donc, il y a eu 5 batailles en 1837, un autre 5-6 en 1838. Chose intéressante à noter, en 1838, ils ont eu de l'aide de plusieurs Américains, parce qu'on peut imaginer, les Américains, eux, étaient en faveur de cette rébellion-là contre le roi pour la liberté et pour la démocratie. C'était leur langage. Mais le gouvernement américain, lui, a eu une petite gêne et a dit non, on va rester neutre. Important à noter aussi, hein, ce mouvement démocratique-là, il ne se limitait pas juste au Bas-Canada, donc au Québec actuel. Et je vois qu'il faut que j'accélère quand même parce qu'il faut finir dans quelques minutes. Mais il y a eu quand même un mouvement similaire au Haut-Canada, donc en Ontario. William Lyon Mackenzie en était le chef. C'était un journaliste avec des idées bien arrêtées. Puis donc, on a aussi tenté d'attaquer la capitale, Toronto. On n'a pas réussi. Il y a eu d'autres attaques à partir des États-Unis, aussi en 1838. Il y a eu quelques épisodes assez dramatiques, comme ce bateau, le Caroline, qui a tombé dans les chutes du Niagara à ce moment-là. Donc, comme on voit, il y a quand même eu quelque chose qui ressemble à une guerre d'indépendance, sauf que les partis n'étaient pas vraiment prêts. Puis l'armée britannique était très forte. Ce qui fait que les patriotes, après 2 ans, sont défaits complètement. Ce qu'on voit à droite, c'est l'échafaud ici. Il y a 12 patriotes qui ont été condamnés à mort, qui ont été pendus. Il y en a une centaine qui ont été exilés en Australie, parce que l'Australie, c'était la colonie pénale de l'Empire britannique, donc en prison là-bas. Et puis, plusieurs autres ont été en exil, se sont cachés pour un bout de temps, etc., etc. Donc, le mouvement est comme décapité. Par la suite, on envoie un Lord Durham, George Lambton, pour faire un rapport. Puis, pour des raisons qui sont intéressantes, là, mais qu'on ne peut pas rentrer dedans, il dit, finalement, moi, ce que j'ai vu là, je pensais que j'allais trouver des mouvements pro-démocratie, mais ce que j'ai trouvé, dans le fond, c'était 2 nations qui se battaient à l'intérieur d'un même pays. Le problème, c'est un problème ethnique. Si on assimile les Canadiens français, il n'y aura plus de problème. Hein? Puis Durham est vu comme un gros méchant dans l'historiographie canadienne-française à cause de ça. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait, Lord Durham, c'était un démocrate, c'était un réformiste en Grande-Bretagne. Mais arrivé ici, il se dit non, non, non. L'Amérique du Nord, c'est un territoire anglophone. Voici quelques citations assez juteuses, là. Toute autre race en Amérique du Nord y apparaît dans un état d'infériorité. C'est pour les tirer de cette infériorité que je désire donner aux Canadiens français, notre caractère anglais. Donc, il se dit, la solution, c'est l'assimilation. Et pour faire cette assimilation-là, on va tenter une union des 2 Canada. Hein, vous voyez, ça avait été divisé en 2. Hein? L'Ouest ou l'Ontario pour les loyalistes. Oh, pardon. Ah non. J'y reviens. Partager l'écran. Come on. Ce ne sera pas long. J'étais à l'avant-dernière diapo. Voilà. Donc, le Canada-Ouest, puis le Canada-Ouest, Est, ou Bas et Haut-Canada, le Québec et l'Ontario ont été unis
pour que les anglophones aient en tout et partout, genre une majorité, puis soient capables de contrôler. Puis ils se sont dit, dans ces conditions-là, peut-être que bientôt, on pourra donner la démocratie. On ne voulait pas donner la démocratie juste aux Canadiens français. Ils disaient qu'ils faisaient ça au nom de la liberté et de la démocratie, puis des grands principes. Mais dans le fond, on sait que tout ce qu'ils voulaient, c'était un État qui était à eux. Est-ce que c'était vraiment le cas ou pas? Je ne sais pas. Il faut demander aux journalistes du Vindicator, il faut demander aux patriotes anglophones qui se sont battus à côté des francophones pour l'indépendance en 1837. Toujours est-il que les Britanniques ont maintenu le territoire, ont uni les deux provinces, et puis n'ont pas donné la démocratie tout de suite, mais dans les 8 années entre 1840 et 1848, les éléments les plus réformateurs, les plus progressistes, les plus démocrates du Canada-Est et du Canada-Ouest, donc de l'Ontario et du Québec, ont appris à travailler ensemble, à dominer l'Assemblée, et puis ils ont finalement convaincu la Grande-Bretagne de donner ce qu'on appelle le gouvernement responsable ou la responsabilité ministérielle à l'Assemblée en 1848. Ça fait que le Canada n'a pas eu son indépendance, puis ça peut sembler un peu moins flamboyant que d'autres histoires nationales, mais c'est quand même quelque chose, parce qu'avec le gouvernement responsable, le Canada devenait la première colonie de l'histoire du monde à avoir la démocratie sur le plan interne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui concernait juste le Canada, l'Assemblée pouvait choisir. La seule chose, c'était que la Grande-Bretagne continuait de décider si on était en guerre ou pas. En gros, les relations internationales. Donc, c'est quand même quelque chose. Je pense que les Canadiens peuvent avoir une certaine fierté de ça. Maintenant, que retirer de ça? Ben là, ça va dépendre de vos opinions politiques. Hein? Il y a des gens qui vont dire les Britanniques ont réussi à dominer les Canadiens français, à ne pas leur donner leur indépendance qu'ils auraient mérité, comme tous les peuples latino-américains, comme les États-Unis, etc. Puis d'autres vont dire, oui, mais regardez, en créant cette Assemblée unie-là, ils ont créé une nouvelle entité politique où le compromis entre les langues, entre les groupes culturels, a dû exister. Ces réformateurs-là, ils n'auraient pas pu faire fonctionner la démocratie tout seul, d'un côté ou de l'autre. Il fallait que francophones et anglophones travaillent ensemble. Et puis, certains vont dire que c'est le fondement de la bonne entente ou de la collaboration entre les différents groupes culturels au Canada. Donc, je vous laisse faire votre propre opinion. Hein? Est-ce que les Britanniques ont été des tyrans ou est-ce que ça a créé une belle nouvelle tradition politique? Ça dépend de vos opinions. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez pu suivre puis que ça vous a parlé. Puis je suis tout ouvert à vos questions. Merci. Ouais, merci beaucoup, M. Béliveau. C'était vraiment intéressant. Je sais que moi, j'en avais appris en discutant avec vous lorsque j'étais étudiante en études journalistiques à la Laurentienne il y a quelques années. On avait fait essentiellement un documentaire sur Baldwin et Lafontaine, sur le gouvernement responsable. Puis là, je viens juste en apprendre tellement plus. Donc, merci. Puis c'est ça, pour n'importe qui d'autre, si vous êtes en 11e, 12e année, vous allez poursuivre vos études universitaires à la suite, on offre des cours sur essentiellement ça à la Laurentienne, sur le Haut et le Bas-Canada, sur les rébellions, ainsi de suite. Peut-être M. Béliveau sera votre prof à ce temps-là aussi sur ces sujets-là. Donc, oui, si vous avez des questions, envoyez-nous. L'option converser, chat est au bas de votre écran. Écrivez-la, puis on va les répondre. Ou s'ils ne sont pas gênés, ils peuvent simplement ouvrir le micro et parler ou... Oui, oui, si vous voulez la poser directement aussi, vous pouvez allumer votre micro puis la poser aussi. Donc, Claire, elle a une petite question. Est-ce que tous les cours d'histoire sont offerts dans les deux langues? Une question intéressante. Donc, on a effectivement 2 programmes d'histoire au bac, un en anglais, un en français. Autrefois, c'était pas mal des miroirs. Un cours en anglais existait le plus souvent en français, etc. Et c'est encore le cas de beaucoup de cours, surtout les cours de base, comme les cours d'introduction ou les cours obligatoires, et plusieurs autres aussi. Mais dernièrement, on a aussi décidé d'assumer notre spécificité, puis de donner des cours spécifiques qui existent en français et pas en anglais.
Mais du coup, bien sûr, il y a aussi des cours qui existent en anglais et pas en français. On ne mentira pas, il y a plus de cours en anglais qu'en français. Ils sont 8 profs en anglais, on est 4 profs en français. Ceci dit, c'est possible de faire toute une spécialisation en histoire en prenant juste les cours en français. Si on planifie bien son horaire, il n'y a pas de problème. Oui, puis disons, si vous voulez prendre des cours peut-être anglais, un cours ici, puis là, pour peut-être acquérir votre certificat de bilinguisme, donc on offre quand même cette opportunité-là à nos élèves, d'être vraiment bilingue en écriture, lecture, puis côté de présentation en français et en anglais, vous pouvez, donc vous avez quand même l'option, mais comme M. Béliveau a dit, complément à faire en français. C'est ça. Moi, ce que je dis souvent, c'est si vous allez prendre des cours en anglais, pourquoi pas? Aussi bien profiter de ce qui est là. Mais prenez les cours comme très ciblés qu'on n'offre pas en français, plutôt que de prendre un cours qu'on offre aussi en français. Par exemple, j'ai une collègue qui donne un cours sur Fascism and Film. Donc, c'est assez précis, mais c'est sur le fascisme et le nazisme au cinéma. Ben, OK, cool. On ne l'offre pas en français, puis on ne l'offrira sûrement pas. C'est assez pointu, mais pourquoi pas le faire? C'est ça, exactement. Pat, il y a une question aussi. Donc, l'histoire l'intéresse. Est-ce que, mais pas trop certain de quel emploi qui pourrait continuer, sauf qu'être enseignant. Donc, y a-t-il des pistes que vous pouvez suggérer? OK. Je suis vraiment content que vous posiez cette question-là. C'est ça. Moi, je me rappelle d'avoir été en 12e année et puis de décider ce que je faisais après. Puis, c'est sûr que des fois, on est tenté par des formations qui sont comme très précises. C'est là comme si j'étudie la radiologie au collège, je sais qu'est-ce que je ferai après, je serai radiologue. Il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Mais si on y pense bien, il y a quelque chose de stressant là-dedans aussi. Parce que qu'est-ce qui arrive si au moment où on finit la formation, en fait, il y a déjà trop de radiologues? On ne peut pas faire rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire. Alors qu'une formation en histoire ou un BSR de manière générale, c'est une formation qui a énormément de compétences transversales qu'on appelle. Okay? Veut pas, en histoire ou en français ou en littérature ou en philosophie ou en sociologie, on apprend à lire de manière critique, à comprendre, à savoir faire une synthèse, à savoir bien communiquer à l'oral, à l'écrit, puis il y aura toujours un besoin pour ça. J'ai travaillé dans la fonction publique après ma maîtrise avant de faire mon doc, puis je le voyais là, ceux qui savent écrire, en anglais ou en français, et encore mieux les deux, on leur faisait confiance. On leur disait, toi, tu peux envoyer un courriel à l'extérieur. Tu ne nous fais pas honte, on n'est pas jamais. Puis, mais de manière pas si subtile que ça, on disait, toi, peux-tu, envoie-le-moi avant de communiquer à l'extérieur. Donc, savoir communiquer, c'est vraiment important. Puis, veut pas, comme il y a plusieurs disciplines où on apprend un peu moins de ça. Beaucoup de PDG de Google, de la haute technologie, de Silicon Valley disent maintenant les STEM, c'est bon, là, les séances technologie, etc., ça nous en prend, mais ça nous prend du contenu aussi. Hein? Pensez-y, là, pour faire un jeu vidéo, il y en a peut-être certains d'entre vous qui jouent des jeux vidéo. Oui, il faut faire de la programmation, mais pour faire, je sais pas moi, Assassin's Creed ou quelque chose comme ça, il faut que tu aies plein d'informations, il faut que tu puisses décrire c'est quoi, comme la Grèce antique ou Paris aussi avec des lumières, etc. Il faut que tu les éléments de l'histoire, etc. Donc, on cherche des gens qui peuvent produire du contenu, que ce soit pour des jeux vidéo, des sites web, des blogs. Le journalisme, c'est un gros débouché. On a plusieurs de nos anciens qui font du journalisme. On a plusieurs de nos anciens qui sont dans la fonction publique à Toronto ou à Ottawa. On a qui sont dans l'armée. Parce que les choses qu'on apprend sont utilisables un peu partout. Puis c'est sûr que si on cherche, si on se dit, oui, mais c'est quoi l'équivalent de la radiologie, là? C'est quoi l'équivalent de débouché? Il y a beaucoup de nos étudiants qui viennent chez nous pour devenir enseignants. Il y en a plusieurs autres qui se disent, je vais faire l'histoire, puis si je vais voir si je trouve quelque chose après, puis sinon, ben, au pire aller, j'irai faire mon bac en éducation. Mais ceci dit, moi, je trouve que nos jeunes se placent très bien. Oui, puis ça peut être même, tu sais, peut-être, tu aimes les musées, peut-être t'aimes les archives, peut-être c'est les livres qui t'intéressent. L'histoire, c'est tellement flexible. Surtout, comme tu as dit, M. Béliveau aussi, journaliste. Ben moi, j'ai étudié en journalisme, puis à la suite, j'ai été
j'ai pris des cours de culture, j'ai suivi des intérêts en politique, en histoire, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment quand même très global. Puis, c'est vraiment une formation très flexible pour vraiment à la suite faire ce que vous voulez faire. Puis comme Claire, elle a ajouté comme un petit commentaire, sa tante à elle, elle a étudié l'histoire, puis elle est maintenant avocate. Donc, tu sais, Ah oui. c'est plutôt, tu fais un bac droit avant et de faire un bac justice. en droit. Ça fait. C'est C'est ça. ça. Donc, c'est stressant parce qu'on aimerait savoir qu'est-ce qu'on va faire dans 6 ans ou dans 5 ans. Malheureusement, l'avenir est imprévisible. On ne peut pas savoir. Mais je pense que si on se dit, je vais juste apprendre du mieux que je peux, faire des bonnes notes, les portes sont ouvertes après. Exactement. Donc, y aurait-il peut-être d'autres petites questions? On a encore un peu de temps. J'ai vu. Sinon, peut-être moi, je vais demander à M. Béliveau, pourquoi devenir historien? Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à l'histoire? Moi, j'ai fait mon bac en sciences politiques, imaginez-vous. Donc, ça paraît encore un petit peu, hein, j'aime l'histoire politique. J'ai fait mon bac en sciences politiques. Là, j'ai fait je ne savais pas trop quoi faire. J'étais dans une plus petite université où je ne connaissais pas beaucoup de gens qui allaient à la maîtrise. Je me faire une maîtrise en sciences politiques aussi. Mais pendant cette maîtrise-là, je me suis intéressé de plus en plus à l'histoire. Je me disais, j'avais envie d'un peu moins de théorie, puis un petit peu plus de faits, de factuels, d'empirique. Donc, moi, j'ai commencé à lire plus d'histoire. Puis là, j'ai travaillé dans la fonction publique pour un bout de temps. Et là, j'ai demandé une bourse. Je me suis dit, si j'ai une bourse pour le doc, j'irai au doc. Puis si je ne l'ai pas, je n'irai pas. Et c'est ça, dans la vie, on ne sait jamais trop où ça va nous mener. Puis j'ai eu la bourse, puis je suis allé en histoire. J'avais toujours l'impression en sciences politiques que je connaissais comme les grands moments de l'histoire, mais comme qu'il me manquait des grands bouts entre les révolutions puis, puis les guerres. Merci. Donc, ça, on va conclure la session d'abord. Donc, merci à tous pour d'avoir participé. Avant de partir, je vais vous demander tout simplement de remplir un petit sondage. Ça prend une petite minute à compléter. Le lien est dans le chat. C'est ça. Donc, oui, merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci pour vos questions. Un petit rappel qu'on a vraiment des webinaires qui se passent jusqu'à la fin du mois de juin, 3 à 4. Pendant la semaine, cette semaine, on a eu 5. Donc, vraiment, une semaine chargée. Ça sera de midi à 13h, c'est ça, jusqu'à la fin du mois de juin. Et pour ceux et celles qui aimeraient en apprendre davantage sur la façon dont les mathématiques sont utilisées pendant une pandémie, vous pouvez nous joindre demain à midi. Donc, merci, bonne journée et possiblement, on va se revoir à la prochaine. Merci. Merci d'avoir été là.